la liste Novi d'abord, c'est front de gauche, hein, c'est PC plus non, front de gauche. C'est front de gauche. Donc dans le front de gauche, il y a le PCF, il y a le PG et il y a Ensemble. Ouais. Hein, d'ailleurs, il y a les membres, Josiane est du parti de gauche et Marc est d'Ensemble. Il y a des simples citoyens qui sont engagés dans un parti politique, c'est le cas de Didier et de Marie. Et puis il y a le MRC, hein, qui a décidé de soutenir notre liste, et la nouvelle gauche socialiste, la NGS, hein, qui sont des militants socialistes qui ont quitté le Parti socialiste et qui ont décidé de nous soutenir. Donc on est un rassemblement beaucoup plus large que celui du Front de gauche, avec nombre d'associations citoyennes qui, de par la région, nous soutiennent aussi. Okay. Notre société, notre liste, notre programme souhaitait mettre en avant des questions politiques profondément ancrées dans la réalité de notre région, mais au-delà de cela, après les événements qui viennent de se produire, on posait déjà cette question-là, mais la question vient encore plus, de façon plus importante. La question qui se pose, c'est dans quelle société voulons-nous vivre. Je pense que notre liste peut répondre à ces questions-là, parce qu'on avance quand même certaines propositions qui permettent vraiment de vivre ensemble. On a affaire à beaucoup d'hypocrisie dans cette période-là. J'en prendrai déjà une. Par exemple, on s'est rendu compte, on s'est aperçu, on a constaté que la liste socialiste a été présenter ses candidats dans une petite commune du département, à Étourville. Vous voyez, sans doute la commune la plus au sud du département, et ils ont présenté leur candidat à Étourville. L'UMP a fait de même à Villiers-au-Bois. Villiers-le-Bois ou Villiers-au-Bois. Et donc, en fait, ils ont été soutenir les communes comme un peu l'accord de soutien le pendu. C'est vraiment beaucoup d'hypocrisie, je tiens à le dire, parce que j'ai ça en tête depuis un certain temps, parce que la loi NOTRe, c'est la mort des petites communes. On voit bien comment tout le monde découvre la loi NOTRe au travers la fusion des régions administratives. Maintenant, on passe de 22 régions à 11 régions, c'est ça, 13 avec 13 régions. On voit bien comment ces territoires, ces régions sont formatées pour être formatées aux couleurs du libéralisme, de la politique d'austérité, et pour rentrer en concurrence, et pour que les territoires rentrent en concurrence entre eux. Parce qu'en même temps que l'on crée ces grandes régions, on crée des métropoles. On voit par exemple à Strasbourg comment cette ville déjà importante fusionne avec Metz, avec Nancy, pour créer une grande mégalopole. Que fait Reims? Reims décide de fusionner avec Châlons et Épernay pour rentrer en compétition, pour être compétitif par rapport à Strasbourg. On voit bien qu'il y a là que de la compétition, de la compétitivité, alors qu'il faudrait plutôt de la solidarité et de la coopération. Et que fait Troyes, que fait sous la baguette de François Baroin et du préfet de l'Aube? Eh bien, on discute pour créer une super grande agglomération qui irait de Lusigny à Nogent-sur-Seine, qui va rassembler les 4/5 des richesses du département et les 2/3 de la population auboise. Voilà. Et donc, on voit bien tout de suite le type de société que l'on veut. À l'image de ce qui se passe dans le pays où encore c'est services publics, où encore c'est solidarité, eh bien les régions, ça va être formaté exactement pareil, avec des grandes régions, des grandes métropoles qui vont entrer en compétitivité entre elles, et on va laisser sur le côté beaucoup de communes. Et c'est pour ça que je déplore cette hypocrisie d'aller présenter ces candidatures comme l'ont fait les socialistes et la droite dans des petites communes, parce que c'est la mort annoncée des petites communes et la désertification rurale va s'accentuer. Et tout ça sans aucune dotation supplémentaire, hein, puisqu'il va y avoir des grandes métropoles qui vont se créer, mais avec des dotations en moins. Et là, c'est la première de nos propositions, c'est
de rétablir les dotations aux collectivités territoriales. Parce que, on revient, chacun fait des promesses, mais tout cela va se réduire à peau de chagrin. Puisque pour l'année 2015, par exemple, les régions, c'est moins 450 millions d'euros. Et ça va être pareil en 2016, ça va être pareil en 2017. Donc en fait, les promesses qui sont faites par ces listes-là sont en fait déjà une première traîtrise, quoi. Puisque on n'aura pas, les collectivités territoriales n'auront pas les moyens de mener des politiques répondant à l'aspiration de la population. Et donc, la première de nos propositions, c'est de créer de mettre en œuvre une grande réforme de la fiscalité dans notre pays, de façon à donner les moyens aux collectivités locales de mener des politiques dynamiques, conformes à l'attente des populations. Et pour les régions, on constate aujourd'hui que les régions ne votent plus aucun taux, on ne vote plus d'impôts, il n'y a plus d'impôts, donc on ne vote plus aucun taux concernant la fiscalité. Donc ça, c'est la première mesure qui nous paraît essentielle. Bon, je ne veux pas passer la parole à Patrick, mais il faut aussi, je disais, tenir compte de la réalité sociale de notre département et de notre région. En termes d'emploi, notre région est la région qui a le plus souffert de la casse industrielle ces 15 dernières années. On a perdu 30% de nos industries. Quand je parle de notre région, c'est en englobant maintenant l'Alsace et la Lorraine. Donc c'est une région vraiment laminée sur les questions industrielles et donc une grande souffrance sociale. Et donc bien entendu, une des compétences majeures qui va être celle des grandes régions, c'est la compétence économique, bien entendu. Donc faire en sorte que l'argent qui est attribué aux entreprises serve vraiment à l'emploi, avec des critères clairs concernant la préservation de la nature, agir sur les relocalisations de production, mais aussi sur la qualité de l'emploi. C'est quelque chose qui nous paraît important, notamment nous sommes dans une société où maintenant la précarité est de mise, le travail précaire est de mise, et donc la qualité de l'emploi, le contrat de fin déterminé, c'est des critères qui sont, à notre sens, très, très importants. Réalité sociale aussi, la question des transports, on y viendra ce soir, et une hypocrisie également. Au moment de la COP21, eh bien, on prend dans notre département, on ferme un technicentre, le technicentre de Romilly, on casse les services publics du rail, et on remet, dans le cadre de la loi Macron, on remet des autocars sur les routes prioritairement, alors que dans le même temps, je répète, on casse le service public du rail et le fret, et donc il faut savoir quand même que 30% des gaz à effet de serre proviennent des transports. Et donc, une de nos propositions importantes, pour lesquelles on essaye de faire connaître vraiment fortement cette situation-là, c'est la gratuité des transports scolaires. Voilà. Parce que on était dans un département, il y a encore 4 ans, il y avait la gratuité des transports scolaires. Le Conseil général de l'Aube, de droite, puisqu'il y a 33 conseillers généraux de droite sur 33, a décidé de mettre un terme à la gratuité, et donc, puisque maintenant la compétence rentre dans le cadre, dans le giron des régions, on souhaite vraiment... retour à la gratuité. Retour à la gratuité claire. Et puis, une autre mesure, et je m'arrêterai là, je passerai la parole à mes collègues, c'est sur la gratuité des fournitures scolaires. On est dans le cadre d'une fusion de 3 régions administratives. Et sur ces 3 régions administratives, il y avait 2 régions de gauche, où il y avait la mise en œuvre de la gratuité des fournitures scolaires. En Alsace, actuellement, il n'y a pas la gratuité des fournitures scolaires. Donc là aussi, compte tenu de la réalité sociale du département, les candidates et les candidats de la liste Nous Vie d'abord sont fermement décidés à porter haut et fort cette question de la gratuité des fournitures scolaires, parce que ce sera encore quelque chose de terrible pour les familles auboises, qui sont déjà confrontées à la crise
sociale que de devoir demain devoir payer les fournitures scolaires. Et Marie Gattard, qui est une étudiante, on sait très bien, elle est avec nous et elle porte aussi ces questions-là, et on en a parlé devant l'université ce matin. Oui, moi, c'est le deuxième passage dans l'Aube. D'abord parce que c'est une région un peu particulière et qui a, comme l'a rappelé Jean-Pierre, un passé qui nous est commun, l'industrie. Et 30% de casse industrielle vécue dans l'Aube, on pourrait prendre le département de la Moselle d'où je viens et on notera les mêmes proportions. Donc ce qui fait que dans cette région, et j'ai fait le tour des 10 départements, hein, j'ai 8000 km au compteur, c'est pas fini, parce que je vais revenir dans certains départements, mais cette similitude de casse industrielle, on la retrouve partout. Alors après, vous voyez, le lien avec le chômage. Et en même temps, ce qu'on retrouve partout, et c'est aussi le fil rouge de notre campagne, c'est les services publics. C'est encore le service public qui tient à l'emploi dans beaucoup de départements. Et on parle du transport, quand je vois que le service public de santé, on nous annonce d'ici 2017 22 000 suppressions de postes, donc de personnel soignant. Quand je vois que la SNCF s'apprête à supprimer 12 000 postes, alors je reviens à ce qui m'amène aussi aujourd'hui dans l'Aube, en plus bien sûr de l'université, c'est les ateliers de Romilly. Il y a 500 emplois qui sont à la clé. Et à la question que me posait un journaliste en me laissant 30 secondes pour répondre, si vous étiez élu, quelle serait votre première priorité? Eh bien j'ai répondu, la première de mes priorités serait de contacter M. Pépi, président de la SNCF, pour le rencontrer et pour lui dire on ne change pas de politique, on ne réglera pas le problème du chômage en cassant le service public. Et de lui demander de revenir sur sa décision de fermer les ateliers de Romilly qui quand même entretiennent le TGV. Donc voilà, c'est sur des questions concrètes que l'on essaie de tenir. Puisqu'on est dans la Haute-Marne, je veux parler de quelque chose. Dans l'Aube. Dans l'Aube. Parler de la Haute-Marne tout à l'heure, c'est à cause du champagne. Non, j'ai visité l'entreprise Petit Jean, qui a été rachetée par qui a été racheté X fois, mais en dernier, capitaux saoudiens. Voilà, on a un exemple type de ce qui se passe en France. Il y a des entreprises qui viennent, elles pompent le savoir-faire, elles délocalisent et elles cassent l'emploi industriel chez nous. Pourtant, les besoins de cette entreprise ne sont pas satisfaits, puisque la France continue à utiliser des caténaires pour ces nouvelles lignes de TGV ou d'autres trains. On continue à avoir besoin de poteaux pour l'éclairage public. EDF continue à utiliser des porteurs de haute tension, mais c'est toujours Petit Jean qui vend, mais Petit Jean fabriqué à l'extérieur. Et ici, aujourd'hui, 2200 emplois, on est passé à 300. Et apparemment, il y a un plan social qui s'annonce pour pouvoir diviser encore ses effectifs par deux. J'ai fait une proposition, le CICE. Prenez ces sommes d'argent que vous distribuez aux entreprises, confiez-les aux régions. Nous, on saura quoi en faire. Parce qu'on est sur le terrain, on travaille avec les EPCI, on travaille avec les départements, avec les communes, qui ont toujours la compétence encore économique. Nous, on saura utiliser cet argent, mais avec lucidité. Une entreprise qui délocalise ne percevra pas d'aide. Une entreprise qui reste en France, qui reste sur le territoire, qui embauche, qui veut se développer, qui veut faire de la recherche, ouais, cette entreprise-là, on va l'aider. Donc, c'est un exemple qui aurait pu être évité si on avait cette politique qui consiste à aider les entreprises, mais avec des conditions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vraiment important de souligner, à partir de cet exemple-là, qu'on pourrait multiplier par 10 dans chaque département. Il y a un monsieur un jour qui m'a dit quelque chose dans un débat, et j'ai trouvé sa formule plutôt intéressante. Il dit, ce qu'il faut faire de notre région demain, les politiques que vous devez mener, c'est pas de faire de la région Acal un grand pôle emploi, mais un grand pôle pour l'emploi. Et là, les propositions qu'on a, elles se dirigent vers ce pôle pour l'emploi. Je vous donne 2-3 exemples. On veut créer un fonds de développement régional. Pourquoi? Là aussi pour aider, mais pas seulement les grands groupes industriels ou les multinationales. Quand je vois que dans notre région Lorraine, le conseil régional a offert 3 millions d'euros l'an dernier à
à Total, c'est la pétrochimie, qu'on a chez nous dans l'Est Moselle, 3 millions d'euros, et que ce même groupe aujourd'hui annonce des suppressions d'emplois dans ce bassin de l'Est mosellan, alors qu'en même temps le groupe Total fait 10 milliards de profits. Je ne vois pas pourquoi on a versé 3 millions d'euros à groupe Total. Donc cette somme-là aurait pu être utilisée plus intelligemment et versée dans ce fameux projet que l'on porte et qui consiste à aider des entreprises, par exemple, les très petites entreprises, artisanat, très petites entreprises, 1-2 salariés. Aujourd'hui, elles sont exclues de tout soutien, de toute aide. Quand quelqu'un veut s'installer, les banques ont du mal à suivre. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Et justement, il faut mettre un frein à ça. Ce budget que l'on veut consacrer au développement économique, eh bien, il viendra en aide à tous ces petites entreprises, à ces artisans, qui eux n'ont pas le droit, bien sûr, au CICE. Évidemment, non. Et vous avez des artisans, et Jean-Pierre m'a fait rencontrer, je reviens sur le territoire, on m'a fait rencontrer une dame qui travaille seule. Hein. Et donc, elle nous disait la galère qu'elle vit pour obtenir un prêt bancaire, pour s'acheter un véhicule, pour aller chercher ses matières. Et donc, voilà, c'est une situation qui ne doit pas durer pour une raison simple, c'est que si vous prenez des très petites entreprises, elles ne délocalisent pas. Si vous prenez des artisans, ils ne délocalisent pas. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois. Donc voilà, c'est de réorienter la politique vers moins d'argent pour ces gros groupes et plus de moyens pour ces artisans, ces très petites entreprises qui maillent notre territoire, qui elles sont capables d'absorber une partie de nos chômeurs. Voilà, ça c'est vraiment un thème important, c'est vraiment une autre utilisation des fonds publics. C'est de l'argent quand même qui est sous la responsabilité des citoyens, et c'est quand même aberrant de constater que finalement on le distribue comme ça, 40 milliards, c'est une somme énorme. L'autre proposition, Jean-Pierre en a parlé, moi je suis maire d'une commune, on me retire 420 000 euros de dotation. Moi j'ai le souci du service public, je ne toucherai pas aux emplois, parce qu'en même temps c'est des emplois utiles. Je me verrais mal supprimer des personnes dans les crèches ou dans les écoles maternelles ou au service de voirie ou d'entretien des écoles. Et donc, forcément, il faut qu'on trouve cet argent quelque part. Il y a la solution d'augmenter tous les ans les impôts ou alors de réduire les investissements. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et c'est pas bon pour les artisans, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est pas bon parce qu'on fait travailler quand même beaucoup d'artisans. C'est pas bon pour les petites entreprises avec qui on travaille aussi beaucoup. Et c'est pas bon pour l'emploi en général, parce que vous avez vu les entreprises du BTP qui travaillent avec les collectivités, elles annoncent pour l'année 2016 15 000 suppressions d'emplois. Et la cause principale, ils le disent, c'est ces baisses de perspectives, ces baisses de charges dues aux commandes qui ne rentrent plus des collectivités. 70% des investissements en France sont du fait des collectivités. Alors évidemment, si vous réduisez de 3 à 4 points cette activité, les entreprises, elles morflent. C'est un cercle vicieux. D'un côté, vous avez l'État, je vous donne du CICE, et de l'autre côté, le patron est en caisse. Et puis, cet argent-là qui est puisé dans les collectivités territoriales, le patron se dit, mais j'ai plus de boulot. Demain, je fais quoi? Et je termine sur cet exemple, en Moselle, celui-là, les chiffres vérifiés. Dans les autres départements, on a un peu de mal. 58 millions en 2014 de CICE distribués, 1200 suppressions d'emplois. Donc voilà, on est dans une situation qui aggrave le chômage. Donc voilà, c'est dans l'aube. Alors je pourrais parler des problèmes d'environnement dans notre région. Vous êtes un peu concernés, peut-être moins que nous, parce que vous n'avez pas le phénomène frontalier, mais je vais vous le dire quand même, parce qu'il est important, ces questions parce qu'on a un cap, on a un attaque sommet, c'est la semaine prochaine. D'accord. Ça commence. J'ai un peu perdu la notion de temps parce que la campagne me prend beaucoup. Et voilà, 200 000 véhicules jour qui traversent notre région, donc qui partent de Luxembourg, enfin qui viennent de plus haut, vous savez, et qui vont de Thionville, Metz, Nancy, 200 000. Parmi les 200 000 véhicules, vous avez 18 000 poids lourds. Alors, vous imaginez les tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère et respirées par les populations qui sont traversées par ces autoroutes. Et aujourd'hui, le gouvernement nous dit on va faire une deuxième autoroute. Il y en a pour 1,5 milliard d'euros. À côté de ça, personne ne parle de transport fret. Et pour donner un exemple, il a été divisé par 6, le transport fret, en 12 ans. Par 6. Les chiffres que me donnait les cheminots sur le centre de tri, 1200 wagons au jour, aujourd'hui 200 wagons. Ben voilà, nous, on propose d'inverser cette tendance et de revenir au transport rail. Et pour ça, eh bien, s'il le faut, il faut créer des nouvelles, qu'on appelle ça, de nouveaux sillons.
Il faut en créer, il faut investir. Si on est capable de mettre 1,5 milliard d'euros pour créer une autoroute, eh bien on doit être capable de dépenser 1,5 milliard pour créer de nouveaux moyens de transport plus propres. Parce qu'un train électrique, il ne lâche pas de particules fines. Et sur un train, vous mettez beaucoup, l'équivalent de, je ne sais plus combien j'ai plus chiffre en tête, j'ai vu de camions. Et l'autre voie d'action, on a cette chance d'être dans une région qui est traversée par de nombreuses rivières et des canaux. C'est de développer le fluvial. Pour le moment, ça existe, mais il y a du retard. Il y a du retard par rapport à d'autres pays européens. Donc c'est sur ces deux aspects-là, réduire le transport route, renvoyer vers le rail et le fluvial, déjà on diminuera et on prendra une part importante dans ce que l'on veut faire, c'est-à-dire réduire les effets de serre dans notre atmosphère. Donc voilà, c'est en gros, et puis aujourd'hui on était aux universités, je terminerai par ce point-là. Donc il y a plusieurs situations qui sont différentes en fonction des universités. Et pourquoi là je suis en train de faire le tour de toutes les universités. Aujourd'hui à Troyes, lundi ça sera sur Metz, Metz avec un point particulier, et ça, on le porte aussi dans le projet, c'est le logement étudiant. On est sur Metz, les logements étudiants, je pense que personne n'irait loger un membre de sa famille. Ils sont dans un état pitoyable. Les jeunes ils ont fait d'ailleurs, il y a une pétition qui circule pour exiger des moyens pour refaire les appartements. Donc j'irai rencontrer ces gens-là. Et notre campagne, ce n'est pas seulement des propositions qui se plaquent, un programme, voilà. On a intitulé notre liste Nos vies d'abord parce qu'on veut partir du concret, on veut partir de la vie des gens, de ce qu'ils vivent. Et donc à partir de là, faire remonter sous forme de propositions et sous forme d'action demain si on était élu. Hein. Donc les logements étudiants, il y a de quoi faire. Et puis en même temps, hein, demain réhabiliter quelques milliers de logements étudiants, c'est aussi de l'emploi concret, c'est aussi du travail qu'on donne aux entreprises. Donc vous voyez, il y a un lien quand même qui est très direct entre mon discours de tout à l'heure sur l'emploi et ma venue aujourd'hui de l'Aube pour traiter justement les deux versants de cette question-là, les universités, où il faut investir, et l'emploi. Il n'y a pas que le logement dans les universités. Hein. On en parlait ce matin sur le campus. Pourquoi il n'y a que 10% de fils d'ouvriers dans les universités? 28% en règle générale de personnes qui sont dans des situations, on va dire, moyennes. C'est pas de moyens. Quand vous n'avez pas de logement étudiant, il faut prendre un logement privé. Je n'en parle en connaissance de cause, je sais ce que ça coûte. C'est 450 € par mois de location. Une famille qui n'a pas les moyens de payer ça, pour un jeune qui doit faire des études, c'est difficile. Et un autre chiffre qui, celui-là, est assez parlant, c'est que vous avez 44% de jeunes qui abandonnent après la première année de licence. Et vous regardez, vous mettez ça en parallèle avec les bourses scolaires, et vous apercevrez que les bourses scolaires sont faites pour accompagner l'échec, pas pour la réussite. Donc là aussi, il faut que la future région, mette des moyens dans les universités pour aider les étudiants à poursuivre et à réussir leurs études. Et donc dans les familles modestes, on sait que c'est difficile. Donc bourse, logement, voilà, là il y a un budget à créer spécifique pour les universités pour que vraiment elles soient d'excellence, parce qu'aujourd'hui on parle de formation, et je ne mets pas en doute la qualité des formations données, mais on ne met pas tous les étudiants au même niveau de réussite. Donc là c'est un sujet aussi qui, j'ai gagné d'ailleurs dans mes tournées là, que je fais, je vais retourner d'ailleurs à Reims, parce qu'il y a aussi une université sur Reims. Je vais terminer par la jeunesse, parce que les jeunes aujourd'hui, le seul espoir c'est le chômage. Voilà, hein. Donc, et d'ailleurs, hein, pas pour tous heureusement, mais non, mais pas pour tous, pour ceux qui sont en échec. Et pour ceux qui réussissent leurs études, ce n'est plus la garantie de l'emploi. C'est plus la garantie de l'emploi. Donc, juste pour finir là-dessus, j'ai rencontré pas mal de jeunes dans la campagne. Beaucoup me disent de ne pas aller voter. Pourquoi? Parce que, écoutez, voilà, il y a un titre d'ailleurs de la presse, là, de vos confrères, en Lorraine, la galère du chômeur. Mais parce que les jeunes nous disent, écoutez, nous, voilà, quelle que soit la majorité qui se succède, voilà, absolument. Il dit, nous, on est toujours dans la même situation, donc la politique, on n'y croit plus. Et ça, à la limite, j'allais dire, c'est les moins pires, voilà. Parce qu'eux ne vont pas les voter, alors on essaie de les convaincre d'y aller quand même. Mais dans d'autres catégories de la population, c'est le vote Front National. Ils n'y croient plus à la politique. manque chez les jeunes, oui. Ah, pas trop. Chez les jeunes, la tendance, celle que j'ai constatée moi, hein, j'ai pas vu 5 millions de jeunes, j'en ai vu quelques centaines. Mais la tendance, c'est plutôt non, la politique ne s'intéresse pas à moi, je ne m'intéresse pas à la politique, je n'irai pas voter.
d'autres couches de population, même parmi les retraités, qui subissent aussi la politique d'austérité. Eux, c'est votre Front National. Le problème par rapport à cette situation d'abstention, ça fait chez les jeunes, comme pour l'ensemble de la population en général, que ce soit la droite ou les socialistes, on leur explique qu'il n'y a pas d'autre politique possible que celle de l'austérité, c'est-à-dire de l'appauvrissement général au bénéfice de quelques-uns, parce que c'est ça en gros. Et donc, à partir du moment où il n'y a qu'une politique possible et qu'elle ne résout pas les problèmes de la société, eh bien, les gens s'abstiennent. Donc, c'est d'où l'importance du message que nous on porte, et on a une singularité dans cette campagne. Parce que on explique clairement qu'il y a une autre politique possible, il y a un autre chemin possible. Voilà. Et on n'est pas tous condamnés à l'austérité à vie. Il y a possibilité de mener des politiques de progrès social dans ce pays, à condition évidemment de revenir à un meilleur partage des richesses. Parce que le fond du problème, il est là aujourd'hui. Cette misère qui se développe partout dans le pays, elle est essentiellement due au fait que maintenant, quand on produit 100 €, il y en a 60 qui vont au profit et 40 qui vont au salaire et au revenu, enfin pour faire tourner la société, à l'économie réelle, alors qu'avant c'était l'inverse. Et donc, ils ont une lourde responsabilité, ces politiques qui nous expliquent, à droite comme au Parti Socialiste, qu'il n'y a que cette politique. Ça mène droit à l'abstentéisme, ou pire, ça mène au vote du Front National. Parce que les gens, quand ils ont le sentiment d'être devant un mur, c'est le repli sur soi, et quand on a des odieux personnages comme l'extrême droite qui nous expliquent que demain on peut raser gratis, que voilà, on voit bien la politique démagogique, la politique de haine, de stigmatisation d'une catégorie de la population, alors ce serait la solution pour demain que ça aille mieux dans notre pays. Voilà, on est confronté. Alors que nous prenons des solutions, je veux dire, qui sont en lien avec la République. Je veux dire, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est nous qui prenons ces valeurs-là. Le service public, le respect des autres, pas de stigmatisation. Et donc, on porte quelque chose vraiment de particulier dans cette campagne, au-delà des élections régionales aussi. Parce qu'il y a l'élection régionale, et on espère certes réaliser une percée notoire, notable à l'occasion de ces élections régionales, mais il y a aussi l'avenir, et on construit pour l'avenir. C'est d'ailleurs pour ça que la démarche du Front de gauche, dès le départ, a été de rassembler toutes celles et ceux, toutes les formations politiques qui, à gauche, contestaient cette politique d'austérité, pour réaliser une percée dès maintenant. Et parce qu'il y a un autre chemin, il faut le dire aux gens. Autrement, effectivement, s'il n'y a pas d'autre chemin, les gens se replient sur eux-mêmes et on les jette dans les bras du Front National. Alors donc, notre message, il est important pour les élections régionales et pour l'avenir. Parce que nous aurons notre heure, c'est évident. On note qu'après les attentats, le PS pourrait peut-être faire monter un petit peu, quoi. Il y a un effet Hollande, chef entre guillemets, de guerre, pourrait être favorable aux listes du PS. Moi, je veux dire une chose par rapport à ça. Et puis, que dit Masseray? Parce que bon, c'est bien beau, le Parti Socialiste pourrait regrimper. Mais bon, je constate qu'aujourd'hui, Masseray, le chef de file des régionales, pour le Parti Socialiste, explique à qui veut l'entendre qu'il refusera toute fusion au deuxième tour. C'est quelque chose d'irresponsable. Tout le monde sait que ce soit aux élections régionales, départementales ou présidentielles, la gauche ne peut gagner que quand elle est rassemblée. Au deuxième tour, en l'occurrence, pour notre région, ce serait possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Masseray a déjà intégré la défaite, puisqu'il ne veut pas de rassemblement, ça veut dire qu'il ne pense pas gagner, et qu'il essaye de sauver le plus possible de petits soldats socialistes. Voilà. Il est dans la politique politicienne, voilà, le truc. Bon. Donc nous adressons aux électeurs de gauche, parce que nous sommes responsables. Nous savons ce que c'est qu'une région qui peut tomber à droite, qui plus est, flanquée d'une opposition d'extrême droite très forte. Ça risque d'être terrible. Et quand on regarde la réalité sociale dans notre région et les besoins de la population, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc nous, on s'adresse aux électeurs de gauche, on leur dit, si vous voulez que la région reste à gauche, votez dès le premier tour pour le Front de gauche. Parce que nous, cette fusion-là, nous la réalisons, cette fusion.
parce que nous ne prendrons pas la responsabilité de laisser cette région aux mains de la droite, flanquée de l'extrême droite. Et nous la réaliserons sur notre projet, qui est un projet profondément de gauche. Et donc, moi j'interpelle directement Masseret à l'occasion de cette conférence de presse, et je lui dis, voilà, il faut revenir à la raison, et au deuxième tour, il faut que la gauche se rassemble sur les valeurs de gauche. Et nous, en tous les cas, on interpelle les électeurs de gauche pour être sûr d'avoir une fusion au deuxième tour. Eh bien, il faut voter pour le Front de gauche dès le premier tour. Voilà. Je veux dire, ces dernières années, les élus communistes, en appui avec les luttes, je vais prendre deux exemples très concrets, ont mené des batailles, ont arrivé à faire prendre un certain nombre de positions dans le cadre de la politique régionale, et qu'il est extrêmement important dans la période qui va s'ouvrir, qu'effectivement les populations de Champagne-Ardenne et de la grande région puissent continuer dans un cadre qui a été décrit, avec tous ses inconvénients et je dirais ses défauts, puissent continuer de s'appuyer sur un certain nombre d'élus. Et ça, effectivement, ça passe par le vote le plus important pour les listes de gauche au premier tour, parce que c'est là qu'on peut faire. Patrick a parlé de l'importance, à juste titre, du service public. Prendre des exemples très concrets. On charge la politique des transports et des infrastructures dans cette région, mais ça vaut pour demain. Nous avons fait le choix en Champagne-Ardenne que l'ensemble des trains régionaux puissent bénéficier d'un contrôleur à bord. Moi, j'appelle non seulement les chinois, mais les utilisateurs à regarder ce qui se passe dans les autres régions. Aujourd'hui, on sait faire fonctionner des trains, techniquement, sans personnel d'accompagnement. C'est le cas de nombreux trains en Alsace. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dispose, sur proposition et sur bataille des élus communistes, qui ont été adoptés ensuite par le Conseil régional, mais à l'origine, sur proposition des élus communistes, d'une réduction de 80% pour tous les transports régionaux dans cette région. Dispositif sur une base de ressources et de revenus, et qui sont largement ouverts. Je rappelle qu'il y a 8500 Champardonnais qui bénéficient aujourd'hui de cette tarification. Elle n'existe pas à ce niveau-là. Il y a d'autres dispositifs en Lorraine ni en Alsace. On a parlé à juste titre de la gratuité, je n'y reviens pas des livres scolaires, etc. Donc, un des enjeux de cette élection, c'est pas le seul, c'est va-t-on continuer à pouvoir bénéficier de ces politiques publiques en bénéfice des citoyens et des territoires. Est-ce qu'on va aller, c'est ce que nous proposons, vers une harmonisation vers le haut de tout ce qu'il y a de meilleur dans chacune des trois régions? Et en tous les cas, nous sommes porteurs de cela. À la fois d'un point de vue de nos propositions, du vote, et bien sûr pour faire ça, il faut les moyens, il faut la volonté politique, nous l'avons, et il faut les moyens financiers de le faire. Donc moi j'observe aussi, je terminerai là-dessus, les trésors d'efforts et d'imagination qui sont faits par les autres listes pour expliquer que ce nouveau cadre, ça va être merveilleux, qu'on va faire mieux. Il ne faut pas se raconter l'histoire. La grande région, la nouvelle grande région voulue par le gouvernement, etc., de toute manière disposera demain de moins de moyens. Donc, je veux dire, le vote, il est à la fois sur des dispositifs concrets pour les citoyens, pour les territoires, et doivent être aussi, je veux dire, utiles pour qu'effectivement on puisse avoir, l'exemple choisi par Patrick est excellent sur le CICE, c'est des questions de choix. Et qu'il est extrêmement important que demain, dans cette future grande région, il puisse continuer à avoir, je veux dire, des élus qui combattent les politiques d'austérité, qui soient proches des citoyens, qui soient en appui avec les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux. Donc c'est un appel à la mobilisation des électeurs de gauche. Et vraiment, ce sera mon mot de la fin. J'ai vu le président de la République expliquer en termes de sécurité que c'était une priorité et que s'il fallait passer outre
par rapport au pacte de stabilité, aux injonctions européennes, dont acte en matière de sécurité, mais ce raisonnement devrait être valable aussi pour les moyens des collectivités territoriales ou sur les grandes politiques, parce qu'on ne résoudra pas, je veux dire, les problèmes à la fois d'emploi, du mieux vivre et du vivre ensemble, si ces choix-là ne sont pas revisités. Or, pour l'instant, et on va très vite rentrer dans le vif du sujet dès le 4 janvier dans la nouvelle grande région, comme dans toutes les collectivités, les budgets continuent de se préparer avec ces réductions irresponsables, massives, qui servent les services publics. Et donc là aussi, il faudrait bien qu'il y ait un peu une mobilisation et un état d'urgence pour réorienter autrement l'utilisation des fonds publics dans ce pays. Et ça, je veux dire, c'est la liste sur laquelle nous sommes candidats qui est porteur de ce choix-là, et il y a intérêt à lui donner le maximum d'influence. Je voulais dire que cette nouvelle région-là va être une région à deux vitesses, avec le développement, ce qui a été dit auparavant, avec le développement de régions qui vont être très industrialisées, où les richesses vont être concentrées, l'économie va être concentrée, et d'autres territoires qui vont être complètement démunis, défavorisés, sans emploi, sans service public, complètement laissés à l'abandon. Et le problème, c'est que sans emploi, comment les communes vont réagir, comment les gens vont réagir. Et dans ces conditions-là, quel maire va pouvoir accepter de refuser, par exemple, l'implantation de centres d'enfouissement de déchets, par exemple, de centres d'incinération. Le problème, c'est qu'on a un département qui risque de devenir vraiment la poubelle de déchets, des régions, soit des régions avoisinantes, en ce qui concerne les incinérateurs, ou bien alors les déchets des autres pays, les déchets radioactifs. Donc, quel est le maire qui va oser dire non à ce genre de proposition, dans la mesure où ces centres seront les seuls pourvoyeurs d'emploi, hein. Donc là, on va être, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est effectivement développer une relocalisation de l'emploi sur tous les territoires, quels qu'ils soient, pour justement éviter et donner le choix aux maires, en tout cas, hein. La transition écologique, les transports, l'emploi, les moyens financiers pour les régions. On a en gros les 4 points, bon, il y a 6 points, bien entendu, avec la question de la démocratie au quotidien, puisqu'on a des grandes régions, bien entendu, qui vont s'éloigner, les centres de décision vont être encore plus éloignés de la population. Donc là aussi, on a aussi des propositions sur cette question, notamment la mise en place de forums permanents. Donc avec la démocratie, on a les 6 points que l'on développe dans le cadre de cette conception. Mais notre âge, alors, sera là.